le silure glane est le plus gros poisson de nos eaux douces. C'est en 1977 qu'on en entendit parler pour la première fois en Saône-et-Loire. En fait, il a toujours existé dans nos rivières. Mais depuis plusieurs années, on observe que les pêcheurs en remontent à la surface de plus en plus nombreux et de plus en plus gros. Le silure présente une grosse tête plate et arrondie, avec de petits yeux et 3 paires de barbillons. Dans sa gueule largement fendue, on découvre à l'entrée des massifs de petites dents pointues très serrées et inoffensives, et au fond, des dents pharyngiennes. Bien que son poids puisse atteindre 300 kg pour une longueur se situant entre 4 et 5 mètres, dans nos régions, les plus gros sujets pèsent entre 50 et 100 kg, mesurant rarement plus de 3 mètres. Il peut vivre une trentaine d'années, croître de 1 kg par an pendant les 6 ou 7 premières années, puis les années suivantes de 1 à 6 kg selon le biotope. Le silure est présent soit naturellement, soit par introduction dans la plupart des pays d'Europe. Le silure préfère les cours d'eau au courant lent, assez profond, mais il s'acclimate fort bien dans les lacs, les étangs et même dans les lacs de barrage, au fond sablo-vaseux, riche en végétation aquatique. Il se reproduit à la fin du printemps, de mai à juin, quand l'eau atteint une vingtaine de degrés. La femelle pond plusieurs milliers d'œufs sur un nid grossier, près des bords, ensuite fécondée par le mâle dans une tumultueuse agitation. Il monte la garde durant 3 jours jusqu'à l'éclosion. Le silure vit en groupe selon la hiérarchie du plus fort. Il a une activité essentiellement nocturne, mais certains jours, même par temps ensoleillé, son activité permet aux pêcheurs de belles prises. Le silure se nourrit avant et après la période de frai jusqu'à l'automne. Lorsque la température de l'eau baisse, le silure entre en hibernation dans les grandes profondeurs du cours d'eau ou du lac pour n'en sortir qu'au printemps. Sa nourriture est constituée essentiellement de crustacés et de petits poissons, mais c'est aussi un consommateur de radeaux et d'oiseaux aquatiques, ce qui signifie qu'il chasse à tous les niveaux de profondeur. Il est sensible aux odeurs, au goût et au bruit. Les techniques de pêche du silure découlent de ces observations. Amis pêcheurs, bonjour. Nous voici à Chalon-sur-Saône. C'est non seulement le berceau de la photographie, mais c'est en plus un des hauts lieux de la pêche au silure en France. Et c'est à cette pêche et aux différentes techniques de pêche de ce poisson que je vous invite maintenant. Avant de se livrer à la pêche d'un poisson quelconque, il faut savoir à qui on a affaire et il faut connaître les caractéristiques principales du poisson. Et surtout son mode de vie et ses méthodes nutritionnelles. Ici, nous avons affaire à un poisson à la tête particulièrement aplatie et au corps ensuite relevé verticalement. Ça veut dire quoi en pratique? Cette tête aplatie permet de passer sous les courants les plus puissants, c'est-à-dire que les places préférentielles de ce poisson-là vont se trouver en plein dans les fosses, sous les courants vraiment qui ne tourbillonnent pas trop. La queue est réduite à sa plus simple expression, mais comme tout le corps est relevé horizontalement, c'est après toute la partie arrière du corps qui fait godille. C'est un poisson donc qui sera un poisson lent, qui sera un poisson qui restera plus ou moins à l'affût. La preuve en est de cette gueule qui est pour un poisson relativement grande, c'est un peu comme le cas de la baudroie en mer. Ses sens, quand on voit ses yeux, ce sont de tout petits yeux minuscules, ce qui dénote un prédateur d'action nocturne. Par contre, son sens gustatif et olfactif équivaut au moins à celui de ceux des squalidés. C'est-à-dire qu'un poisson comme ça peut vous détecter, d'après les expériences en laboratoire, une écrevisse à peu près à 80 mètres. La gueule du poisson n'est pas faite pour couper. On a affaire à une série de petites dents en forme d'aiguille ici qui servent à happer la proie et c'est tout. Un silure ne coupera jamais un poisson en deux. Un silure n'arrachera jamais une patte à un chien comme je l'ai lu un peu trop souvent. Ce sont des âneries de journalistes en mal de copie, c'est tout.
Ce poisson-là se tient en principe au fond. Malgré tout, il y a de somptueuses exceptions qui sont surtout en étang et en lac. Quand il fait beau ou quand le poisson se tient non pas au fond mais à la surface intermédiaire de la thermocline, c'est-à-dire juste, il se laisse porter par l'eau froide, il est juste à la limite entre l'eau froide et l'eau chaude. Et en été, il va monter jusque parfois dans les limites très proches de la surface. C'est un poisson qui chasse à fond toutes les proies carnées qu'on peut possible et imaginable, puisque ça va du ver de terre, de la sangsue en passant par les poissons jusqu'au canard. Mais par contre, il a la particularité de chasser aussi à mi-eau, voire en surface, s'il a détecté une proie qui lui paraît intéressante, directement à la surface. Il fait tout ça sans se servir pratiquement de son système visuel, pour la bonne raison, c'est qu'il ne peut discerner que le blanc, le sombre du clair, et c'est à peu près tout. Il fait ça, ce sont les barbillons ici, et une ligne Weber extrêmement développée qui permettent son activité intense. On a cru aussi longtemps que le silure ne mangeait que l'été, que se nourrissait qu'en période chaude, un peu comme les anguilles. On est revenu sur cette opinion parce que on s'est aperçu que les silures qui en hiver sont en état de semi-hibernation dans des grandes fosses se nourrissent malgré tout, et j'ai vu des Russes pêcher le silure sous la glace, c'est donc qu'ils se nourrissent en hiver aussi. Ici, à Chalon-sur-Saône, il existe en hiver de grandes concentrations de poissons de la même taille sur des fosses bien déterminées. Et ces concentrations de poissons, les pêcheurs les mettent à profit pour faire de fort belles pêches, même au mois de novembre ou au mois de décembre. La pêche au silure demande un matériel, sinon spécifique, du moins solide. Pour pêcher ici, disons en France, une canne de 3,90 m à 4,20 m avec une action comme celle-ci, qui va de 3,5 livres à 4 livres, suffit amplement. Un bon moulinet avec un bon fin bien précis et bien progressif, qui doit contenir à peu près 300 mètres de fil de 35 centièmes suffit. Pour les pêches au posé ou au vif, un moulinet débrayable comme celui-ci est un avantage, il permet que le poisson puisse engamer sans sentir de résistance. Le fil, comme dit, c'est variable, ça dépend où on pêche. Quand on pêche en Saône, dans la Seille à côté, un fil d'entre 28 et 35 centièmes suffit normalement largement. Par contre, il en est tout autrement si vous pêchez dans des fleuves au courant puissant, comme le Rhin, le Danube ou la Volga, où un plomb grappin de 250 grammes tient à peine le fond. Alors à ce moment-là, on est bien sûr obligé d'augmenter le diamètre du fil, ou alors de prendre un multifilament qui a une puissance beaucoup supérieure. Sinon, dans le Rhin et dans ce genre de fleuve, il vous faut à peu près de 40 centièmes minimum et 50 centièmes. Ensuite, le diamètre du fil est trop gros et on ne peut plus le lancer suffisamment loin. L'alternative pour pêcher le silure, surtout quand on pêche en bateau, c'est de pêcher avec un tambour tournant, et comme c'est le cas ici, avec un multifilament de 20-25 centièmes, mais qui tient quand même plus de 20 kg. Ça a l'avantage de ne pas vriller le fil, et surtout d'avoir un frein à étoile beaucoup plus progressif et un meilleur contact avec le poisson. La première des techniques employées, la plus simple, c'est la pêche du silure opposé. Disons que c'est approximativement la technique et les méthodes de la pêche à la carte. Malgré tout, il y a des points qu'il vaut mieux respecter. Tout d'abord, le fil, bon, ça va être entre 28 et 40 centièmes selon les endroits. Les plombs, des plombs de préférence pour lancer loin, avec un anti-tangle anti-emmêleur. Ensuite, une perle ici, en plastique mou, qui permet de protéger le nœud, ici, fait sur les mérillons. Sinon, le plomb viendrait toujours à frotter sur les mérillons et le nœud serait fichu en très peu de temps. Le bas de ligne. À l'heure actuelle, tout le monde remplace les bas de ligne en nylon par des bas de ligne en multifilament qui sont non seulement plus souples, à diamètre égal, mais en plus qui sont beaucoup plus résistants. Celui-ci, par exemple, a une résistance de 90 kg. Ça veut dire déjà quelque chose. Quant aux hameçons, il faut toujours les prendre avec un anneau
très fort de fer, parce que sinon un silure vous l'ouvrira comme rien du tout, de préférence avec une pointe légèrement rentrante, qui permet une meilleure pénétration sur le côté de la bouche du poisson. Faites très attention quand vous achetez des hameçons, qu'au niveau de la fermeture de l'anneau ici, il n'y ait pas de barbe, ni de petits bouts métalliques qui vous cireraient le multifilament. Et ça arrive toujours quand on est en train de se bagarrer avec un beau poisson. Voici un autre montage destiné à faire flotter un appât. En principe, c'est celui dont on sert pour pêcher par exemple avec des sangsues qui ont la sale habitude de se fixer un peu partout et qui ensuite ne sont absolument plus pêchantes. Vous avez donc un hameçon. La taille des hameçons va de 2 à peu près à 8,90 comme ceci. Et sur l'anneau de l'hameçon, on fixe quelque chose qui flotte. Ça peut être une boule de polystyrène, ça peut être un petit flotteur comme ça ici, qui va décoller l'hameçon du fond et empêcher les sangsues ou l'appât de venir se cacher ou se plaquer au fond. C'est non seulement valable pour les sangsues, mais c'est valable aussi pour un tas d'autres appâts qui s'y se cachent dans la végétation aquatique, seront beaucoup plus difficilement détectés et trouvés par les poissons. Le silure est un carnassier qui se pêche évidemment au vif. Et le montage suivant, c'est le montage le plus simple de tous pour la pêche au vif. Tout d'abord, il faut un flotteur et un flotteur adapté à la taille du poisson. Ici, c'est un flotteur qui est fait pour des tanches qui font 250 à 300 grammes, donc assez importante avec un plomb de 80 grammes. C'est un flotteur coulissant qui est bloqué sur le fil avec un stopper et une petite perle au-dessus qui empêche le nœud du stopper de se caler dans le trou du bouchon. À ce moment-là, ça ne servirait plus à rien du tout. Ensuite, à peu près, disons, à ça va de 40 à 80 cm, un bas de ligne. Ici, il fait 50 cm. Un bas de ligne toujours en multifilament. Sous le plomb, toujours une perle en plastique pour protéger le nœud de l'émerillon. Comme ça, le plomb, qui est relativement lourd, peut toujours venir frapper sur le caoutchouc, ça n'abîmera pas l'émerillon. Un émerillon solide, soit comme celui-ci, soit agrafe. À ce moment-là, il faut des gibets de à peu près 2,5 et un bas de ligne en multifilament d'un diamètre qui va de 25 centièmes à 40 centièmes à peu près. Les hameçons pour pêcher au vif, il convient de prendre de gros hameçons, et surtout des hameçons à grande courbure, comme celui-ci, relativement fort de fer. Je conseille aux gens de piquer le vif toujours par le dos, parce qu'on peut ferrer à la touche. Si on prend le vif par la gueule, il faut attendre, mais si le silure, qui est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, sent trop la résistance d'un flotteur de gros diamètre, il peut relâcher relativement rapidement. Tandis que là, avec le vif pris par le dos, on peut ferrer tout de suite. C'est un montage extrêmement simple et extrêmement efficace. Maintenant, si vous avez des poissons qui mordent très bien, il n'y a pas de problème, restez dans les 40-50 cm pour ce bas de ligne-là. Si vous avez des poissons qui sont plus difficiles, ou alors dans un coin où c'est très pêché, on peut remonter la longueur du bas de ligne à peu près jusqu'à 1 mètre. Après la pêche avec des leurres naturels, on en arrive tout doucement à la pêche avec des leurres artificielles. Le premier des leurres artificiels le plus connu, c'est bien sûr la pêche avec des cuillères tournantes. La pêche au silure, c'est un gros poisson. Il faut évidemment des cuillères qui soient en proportion avec la taille du poisson et la gueule du poisson. La particularité des cuillères à silure, des bonnes cuillères à silure, c'est d'avoir des hameçons très forts de fer, de manière à ne pas s'ouvrir à la première touche. Ensuite, il faut le silure est un poisson qui réagit très bien aux vibrations. Donc il faut des palettes très larges, très grosses, de manière à avoir des pulsations assez puissantes dans l'eau. À ça viennent s'ajouter l'effet de pompons à l'arrière qui s'ouvrent et se referment, ou alors d'un leurre souple. Ces trois-là sont des bricolages personnels puisque j'ai repris des cuillères à barre. Ça c'est la cuillère à silure et ça c'est l'hameçon de triple d'une cuillère à barre. Et ça marche très bien. La deuxième espèce de cuillère, c'est la cuillère ondulante. Elle est beaucoup moins employée et malheureusement beaucoup plus prenante. Ces cuillères sont des cuillères à manier très lentement en dents de scie, toujours
avec une grande palette de manière à provoquer de grosses vibrations. Il existe en différentes teintes, formes, couleurs. Ceci, disons, la taille à peu près standard. Et il existe aussi des tailles beaucoup plus élancées, comme celle-ci, pour pêcher en étang, par exemple, ou en eau stagnante. Je vous ai amené ici l'ancêtre des cuillères à silure. C'est une cuillère de la DRM qui existe depuis au moins 50 ans et dont le succès et l'efficacité restent aujourd'hui encore le même qu'il y a 50 ans. Ceci est le petit modèle. Les plus grands modèles vont jusqu'à 18 et 20 cm, avec 2 hameçons articulés. Ce sont des cuillères très fines de fer et qui doivent être plombées en principe à 1,50 m avant la cuillère. Il existe pour les rivières à courant très puissant un autre type de cuillère. En voici une. Elles sont en plomb avec une palette très épaisse. Ces cuillères-là sont à utiliser sans adjonction de plomb sur le nylon. Leur propre poids, une cuillère comme ça, pèse 70 grammes. Ça suffit largement. Les autres, il faut toutes plus ou moins les plomber à 1,50 m avant la cuillère. Tout dépend de la profondeur et de la force du courant. La suite logique des leurres artificielles, c'est la pêche aux poissons nageurs. Il y a 2 écoles de pêche qui s'affrontent un peu. Certains préfèrent des poissons nageurs comme ceci, de gros volume, qui plongent eux-mêmes relativement profondément et qui sont munis d'hameçons relativement importants. L'autre école, ils veulent des poissons nageurs de plus petite taille, même souvent articulés, avec des hameçons plus petits, mais ces poissons nageurs-là flottent et sont reliés à un plomb qui lui traîne sur le fond. Disons que l'attrait de ceux-ci est valable surtout quand on a beaucoup de petits sujets qui s'intéressent énormément à leurre de cette taille-là. Nous entrons maintenant dans un domaine plus récent, des leurres artificielles qui est la pêche avec des leurres souples. Je vous ai mis ici les leurres dont sert pour les silures de grosseur petite et moyenne, avec la forme classique, virgule, un gros hameçon speed renforcé, la tête, et ensuite une monture genre Drashkovich avec un leurre souple qui ne ressemble à rien mais qui attrape des poissons, avec 2 hameçons triples. Au-dessus, ce sont déjà pour les silures de plus gros gabarit, avec encore une fois une monture Drashkovich, mais celle-ci, disons, destinée plus à la mer. Il faut prendre un gros modèle avec des hameçons relativement solides. Ça, c'est une monture qui est très peu employée. En France, c'est une monture Colaflex de chez Rago, avec un corps en latex qui se meut dans n'importe quelle dimension, qui travaille très bien dans l'eau, et avec un hameçon triple qui est mis sous un plomb, c'est-à-dire que l'hameçon sera toujours en bas. Ici, je vous ai amené par curiosité la taille des leurres souples dont on se sert pour pêcher dans le delta de la Volga. Vous voyez un peu la différence de taille entre la pêche de la Saône et la pêche dans la Volga. C'est quand même manifeste. La pêche du silure, c'est une pêche technique qui demande de la lenteur, du doigté. Un silure n'est pas un poisson rapide. On ne doit pas ramener un leurre très vite. C'est un maniement qui doit être fait en dents de scie, entre le fond et à peu près 50-60 cm au-dessus de celui-ci, et vraiment doucement, en montant par palier, en descendant le plus lentement possible. Un quart de manivelle, de tour de manivelle, on remonte la canne, on laisse retomber. Un quart de tour de manivelle, on remonte la canne, on laisse tomber. Le leurre souple ne doit pas être traîné sur le fond, il doit faire vraiment ces montagnes russes à ras du fond. Une méthode de pêche bien spécifique pour les silures, c'est la pêche à la tirette. La pêche à la tirette se pratique avec une canne genre mormanier, relativement légère, et un fil de 28 centièmes à peu près. La pêche à la tirette, c'est la particularité d'avoir un plomb qui est muni ou non d'une petite chemise ou d'une collerette en plastique qui attire le poisson. Ensuite, vous avez une perle caoutchouc, perle butoir qui protège toujours le nœud de l'émerillon, un bas de ligne relativement court, disons 25-30 cm suffit, terminé soit comme ici par un hameçon triple relativement fort pour pêcher au verre avec 4 ou 5 gros verres, ou alors un gros hameçon simple quand on pêche à la tirette avec un vif. L'ensemble est traîné tout doucement sur le fond par à-coups de 25-30 cm. Ensuite, on laisse poser à peu près une minute et demie,
et on retire de 25-30 cm. La pêche à la tirette du silure, c'est une pêche qui est très lente. Le silure s'orientant sur les vibrations émises par la chemise, par la jupe là, et ensuite par l'odeur qui vient du vif ou du paquet de verre qui est sur l'hameçon. Donc rien ne sert d'aller à toute vitesse, vous prendrez beaucoup moins de poissons. Sauf si vous passez devant le nez d'âme, pas tout à fait par hasard. Ensuite, vous avez un leurre là qui va traîner sur le fond. Il existe aussi une autre variante, qui est une variante qui va faire flotter le leurre, un vif en l'occurrence. C'est une monture Caletta qui est composée d'un corps flottant, oblong, que l'on introduit à l'intérieur du poisson mort, d'une tête également flottante, puis d'un gros signal œil, d'un morceau de fil de cuivre qui permet de fixer le vif plus exactement le poisson mort en le coinçant par-dessous les ouïes, et deux avançons munis d'un triple qu'on met de chaque côté du poisson. Cette monture-là fait flotter le poisson, c'est-à-dire que le poisson ne va pas traîner au fond, il va ici, à partir du plomb, être décollé du fond à peu près de la hauteur de votre bas de ligne. Pour la pêche au silure, disons qu'il faut entre 60 et 80 cm de longueur de bas de ligne, c'est-à-dire que vous allez avoir le plomb ici et le bas de ligne qui va nager à 50-60 cm au-dessus du fond. Une méthode de pêche classique du silure, c'est la pêche à la mouche. On emploie une canne entre 8 et 11, une soie très plongeante de 8 à 11 quand on pêche en courant, ou alors une soie flottante si on pêche au milieu des nénuphars en été par exemple. Il existe évidemment un tas de modèles de mouches qui sont toutes dérivées des mouches à brochet, mouches à saumon. La caractéristique d'une mouche à silure, c'est que ça doit être d'un volume relativement important. Il faut des hameçons solides, évidemment, bien sûr, des hameçons forts de fer, avec des mouches volumineuses. Ce genre-là, le genre Muddler, de ce type, qui se gonfle et se dégonfle très bien dans l'eau, qui travaille avec énormément de volume. Et pour les pêches en étang, des mouches comme celle-ci, genre mouche-souris, qui sont extrêmement attractives, manœuvrées en surface. Évidemment, l'éventail des mouches est énorme, il n'y a pas de limite à l'imagination des pêcheurs. Maintenant, je vais vous présenter deux méthodes spécifiques de la pêche du silure. Ces deux méthodes-là ne vous feront attraper des silures et que des silures. Il n'y a aucun autre poisson qui mordra avec ça. La première, c'est ce qu'on appelle en France la pêche au clonk. Il y a ce petit appareil qui sert à faire du bruit dans l'eau. Cet appareil-là a un tas de noms. Ça s'appelle clonk, butcher, butchkalo, kutcher, kutiako, suivant les pays incriminés, mais en fin de compte, le résultat le même, c'est le même appareil. C'est constitué d'une poignée, d'une tige très mince, qui est terminée par une espèce de rondelle de palette en bois. Et avec cet appareil-là, on frappe l'eau de cette manière. De manière à attirer l'attention des silures et surtout de les irriter. Je ne sais pas, ça ne provoque pas de fringales, je pense, mais ça les irrite, ça les énerve. Et cet énervement-là provoque leur action de chasse. La pêche avec un clonk, c'est une pêche très spécifique. Elle vient des pays de l'Est et a été mise au départ, a été conçue au départ, et ça fait des dizaines, voire des centaines d'années, pour pêcher avec des courtilières. Maintenant, on s'en sert pour pêcher un peu avec n'importe quoi, des vifs ou des paquets de verre, mais le montage original est avec des courtilières. C'est une pêche qui se pratique en bateau et sous le bateau. Et ça, ce que je vous présente là, c'est le montage original des Hongrois. Vous avez un émerillon au bout du corps de ligne, ici, et ensuite, sur une longueur d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, des plombs de 10 grammes répartis régulièrement, de manière à ce que votre fil, derrière le bateau, descende tout droit dans l'eau. Ça doit descendre absolument à la verticale sous le bateau. En bas de ce pré-bas de ligne, tout le monde rajoute des morceaux de laine rouge. Personne ne sait à quoi ça sert, mais ça sert, ça fonctionne. Je pense que c'est les battements des bouts de laine rouge qui provoquent un peu plus l'irritation du poisson. Ensuite, un bas de ligne en multifilament de 20
à 30 cm, comme celui-là, et un hameçon où, d'origine, on ligaturait une courtilière dessous, comme on doit, avec un élastique, et on passait l'hameçon sur la courtilière. Maintenant, on met un paquet de vers de terre, on met un vif. On peut s'en servir pour un tas de manières différentes. Alors, on s'en sert comme ça, on met la canne à l'eau et l'appât à peu près à 1,50 m, 2 m sous le bateau. On se laisse dériver et avec une main, on frappe l'eau avec le clonc et avec l'autre, on dandine, mais vraiment très légèrement, tout le bas de ligne. Ça fait monter les silures et parfois sur des profondeurs relativement importantes puisqu'on arrive à faire monter des silures sur des fonds de 8 à 10 mètres. La dernière méthode que je voudrais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on appelle la pêche à la matraque. C'est une pêche qui est aussi extrêmement ancienne, à peu près du même âge que la pêche au plomb. C'est destiné à maintenir en pleine eau, en plein courant, un vif en surface, en poste fixe. Ici, par exemple, vous pourrez très bien vous en servir si vous pêchez avec votre ligne en plein milieu, entre les piliers, sous le pont. Il y a énormément de courant, et n'importe quelle ligne dérive, et il est pratiquement impossible de présenter un vif en surface, quand les silures chassent en surface. Et c'est ça le truc qu'il y a bien des générations des pêcheurs ont mis au point. Ça fonctionne comment? C'est très simple. Vous avez sur le corps de ligne un gros plomb, 200-300 grammes, ça dépend de l'apport du courant. Ce plomb-là est posé au fond. Et ensuite, maintenu par 2 élastiques ou 2 bouts de serre-joint, vous avez un morceau de roseau ou un morceau de bambou comme celui-là, taillé en biseau à chaque extrémité. Ce morceau de roseau ou de bambou va venir flotter à la surface quand vous lâchez du fil. Comme c'est un bois avec un corps creux, en même temps, ça va faire office de plomb avec les vagues et le courant. Derrière ce bout de roseau, on trouve une olive de 15-20 grammes, qui est la distance par rapport à la matraque, de manière à pouvoir déterminer la profondeur de nage du vif. Et ensuite un émerillon et un banc de ligne à vif classique. Dans l'eau, ça doit donner à peu près la chose suivante. J'espère que ça va fonctionner ici parce que il y a eu un orage avant, l'eau n'est pas très claire. Vous avez le gros plomb donc qui va au fond de l'eau et ensuite la matraque qui va flotter. C'est-à-dire que quand vous jetez, tout est sous l'eau évidemment. Dès que vous allez relâcher du fil, la matraque va venir flotter et maintenir le leurre ou l'appât qui est à l'autre bout en surface. Et là, il peut y avoir autant de courant qu'on veut. Le vif ne descendra pas, ou l'appât, le verre ou la courtilière ne descendra pas non plus. Et ça sera maintenu sur place par le gros plomb. C'est le seul moyen de pêcher vraiment efficacement en surface un courant très puissant. Régis Gallego, accompagné de Jean-Jacques Bonneau et Brigitte Besson, va maintenant mettre en pratique des techniques qu'il vient de décrire.
Jean-Jacques abandonne la cuillère lourde au profit de ce montage qui est constitué d'un hameçon simple 8 ou 7 zéros fixé au dos du vif et d'un hameçon triple numéro 4 à 6 zéros qui pend librement le long du flanc du vif. C'est un montage spécifique conçu par Jean-Jacques qui permet de pêcher le silure au vif avec l'intérêt d'un ferrage immédiat. De chaque côté, on va faire gaffe quand on va le sortir. Celui qui part en marche arrière, vous voyez. C'est la spécialité des filets, en marche arrière. Un petit deuxième. Hop, entre. Là, c'est un 8-0. C'est un 8-0. Ça baigne.
Tiens. Et voilà. Je dirais pas. Un silure, tu le montes pas comme ça. Parce que l'estomac, il aime pas.